Bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès. On le sait, le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches. Ici, on se concentre avant tout sur les réussites, le positif, et on s'appuie sur les témoignages de wedding planners triés sur le volet qui ont accepté de nous partager leur savoir-faire. Notre mantra, tout wedding planner peut en apprendre d'une autre. Je suis Benjamin, le fondateur de Planners, la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Fayolle de l'agence WEP in Provence, ou WEP in Provence, je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, le plus important, c'est que, et j'enregistre toujours les intros après avoir tourné l'épisode, donc là, je ne peux que te conseiller d'écouter cet épisode avec Stéphanie. C'est l'un des plus inspirants que j'ai pu enregistrer jusqu'à présent, puisque figure-toi que, pour te donner un exemple, Stéphanie a lancé son activité avec un site web en anglais, alors qu'elle connaissait à peine 2 mots d'anglais. Il fallait qu'elle fasse traduire ses emails avant de les transmettre à ses futurs clients. Donc elle a plein d'histoires comme celle-là à te partager, tu vas voir. Donc si toi tu hésites à te lancer, si toi tu as peur de mal faire comme beaucoup d'entrepreneurs, comme beaucoup de chefs d'entreprise, tu vas voir, c'est un épisode qui va te remettre les pieds sur terre, qui va t'inciter à aller de l'avant, puisque encore une fois, Stéphanie a une histoire très inspirante que je suis ravi de te partager aujourd'hui. Et donc sans plus de transition, je te laisse avec notre conversation. Bonjour Stéphanie. Salut Benjamin, salut Planners. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais te demander de te présenter pour tous les auditeurs qui éventuellement ne te connaîtraient pas encore. Bien sûr, donc je suis Stéphanie Fayolle et je gère la société WEP in Provence, qui est basée dans le sud de la France et plus précisément en plein cœur du Luberon. Voilà. Tu es situé où là dans le Luberon? Puisque d'ailleurs ça faisait partie des questions que je voulais te poser, puisque la Provence, on entend souvent Oui, parler de Provence, mais où est-ce que ça démarre? Où est-ce que ça finit? C'est alors c'est c'est un ça peu c'est une flou, très quoi. bonne question. C'est vrai que tout le monde et puis la Provence attire beaucoup de monde aussi, donc en effet c'est très vaste. Moi mon cœur de travail est vraiment entre les Alpes et le Luberon, donc ça veut dire entre Aix-en-Provence et allez, au-dessus d'Avignon, pas beaucoup plus haut. Et j'aime bien exercer, moi je suis, sur un petit village qui s'appelle Cheval Blanc, vraiment au pied du Luberon et c'est une région que j'adore et que j'aime promouvoir et je compte pas en bouger. Quand on m'appelle pour, faire du destination wedding, c'est pas l'exercice que je veux faire puisque j'ai vraiment à cœur depuis X années de faire évoluer ce métier dans cette région et on va dire que c'est un double exercice. Double exercice. Est-ce que Ah tu ouais. pourrais préciser du coup? C'est un métier qui repose excessivement sur la qualité de service, sur l'écoute, sur l'adaptabilité, sur la réactivité et on va dire que ces adjectifs-là, quand j'ai commencé à 14 ans, c'était vraiment quelque chose de assez délicat à mettre en place, en France et encore plus dans le sud. Puisque les partenaires et prestataires, avec tout l'amour que je leur porte, n'étaient pas forcément prêts à travailler dans ce sens et c'est vrai que les premières années ont été, dévouées à ça. Voilà, Ah très d'accord. honnêtement. Ouais, Ouais, mais c'est on marrant est que tu dis ça arrivé. parce que c'est pas les échos qu'on a déjà eu là dans le podcast. En fait, tu veux dire que oui, peut-être que les prestataires dans le sud et c'est un peu l'image qu'on a d'eux, c'est peut-être des gens un peu plus à la cool C'est que dans les grandes exactement villes. ouais, mais c'est exactement l'image en tout cas Mmh. que puisque moi j'ai une clientèle à 90 étrangère, l'image qu'on génère en tout cas pour beaucoup d'étrangers et c'est Ah bon? un Même à l'étranger? ah ouais, surtout à l'étranger. Quand tu dis à un client, américain que on va être adaptable. Ils me disent: «Ah bon? Vous êtes sûr? Parce que vous êtes français». Ah oui, Donc d'accord. Non, mais déjà, c'est l'image c'est qu'ils ont une de la France, première. mais pas du sud. Enfin, parce que c'est vrai que moi, je Alors parlais de de la l'image des gens dans France le sud un peu à la cool, mais toi, tu parles alors plutôt de l'image de la France de en la général. France et le côté à la cool pour la qualité de service, si, elle était là. Si je prends l'exemple, moi quand j'ai commencé Benjamin, quand je contactais les traiteurs par exemple pour, un service X ou Y, on était sur un serveur pour, 25 guests, Mmh pour mh. 25 invités.
pardon pour pendant le podcast, vous allez voir, je franglise, énormément, c'est terrible. Mais bon, voilà, je vais mettre beaucoup de mots anglais dans mes phrases. Et au jour d'aujourd'hui, moi, ce que je demande dans la qualité de service, en tout cas de la qualité de service qu'attendent mes clients, on est sur un serveur pour 10. Donc si tu veux déjà, c'est une culture que certains traiteurs, n'avaient pas et qu'on a dû imposer, par rapport à la qualité de service qu'on attendait pour notre clientèle. Donc voilà un 1er exemple. D'accord, oui, après, c'est peut-être des entreprises qui avaient pas d'expérience, par rapport à la clientèle étrangère. Peut-être que la clientèle étrangère vient en France, C'est des en oui, oui, c'est des entreprises, bah, nous, au départ, c'est plutôt, on va faire passer un devis pour faire passer un devis, mais là n'est pas l'intérêt. Là, on a voulu, nous, au sein de Web in Provence, on a voulu vraiment développer, je ne moi, par exemple, je n'accepte que, j'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, que 8 mariages par saison. Quand j'ai commencé, j'en faisais 14-15, voilà. Donc si tu veux, chaque dossier, chaque couple, chaque, préparation va être, dans l'extrême détail et donc la qualité de service en fait partie et donc la qualité de service de mes partenaires pour mes clients doit être une garantie, 100 en termes de tarifs et en termes d'excellence de service. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément au départ. Pas D'accord. parce que ça n'existait pas. C'était pas la recherche de travail de certains partenaires et quand je vois aujourd'hui que ces partenaires-là, maintenant, travaillent avec d'autres planeurs étrangers et ainsi de suite, quelque part, je me dis: «OK, on y est arrivé. On est, à ce volume-là, à ce service, qu'on recherchait». Donc c'est plutôt chouette, puisque c'est des partenaires aussi qui ont été à notre écoute avec nos demandes bien spécifiques. Donc c'est chouette. Et comment t'en es venu alors à organiser des mariages? Hem, ben, j'ai été d'abord chef de produit dans le textile. C'est des études qui me passionnaient et j'ai pu décrocher un super boulot, ici dans le sud en plus, parce qu'au départ, chef de produit c'est Paris et Mmh. moi, mon soleil me manquait, je t'avoue. Et où est-ce que Et tu as trouvé d'ailleurs dans le sud? Alors je te pose la hem, question, c'est une question assez personnelle. J'ai ah une non, amie qui beh, cherche du travail dans le textile et ah elle ouais, a mais la c'est Provence d'ailleurs en point de mire, mais c'est vrai qu'elle me disait que c'est compliqué, il y a très peu d'entreprises. ouais, c'est compliqué, surtout dans le textile. Alors moi, à l'époque, c'était une boîte qui s'appelait Gezekel, qui n'existe plus. Mmh. C'était sur plan de campagne. Donc voilà, je voyais pour ta copine, en effet, bonne chance parce que le textile est je pense qu'elle peut peut-être créer sa propre boîte, ce sera plus facile. Sûrement, ouais. Donc c'est une boîte qui m'a fait beaucoup voyager, Italie, Maroc, Portugal, voilà et d'entrée travailler en binôme puisque je travaillais avec les stylistes, donc le chef de produit, stylisme, c'était 2 choses bien spécifiques, mais en même temps un duo qui s'est vite construit et c'est en faisant un salon en Italie qui s'appelle le Pitti Uomo que j'ai rencontré une wedding planner, italienne et en échangeant, j'ai dit: «OK, je veux faire ce métier. Le jour où j'ouvre ma boîte, ça sera ce métier-là» parce qu'il y avait beaucoup de points communs. En tout cas, moi, j'utilise beaucoup le monde du textile pour ma création de mariage. Que ça soit dans, les matières et les idées, la coordination, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en tant que wedding planner. Heu, je n'ai pas un aspect créateur, d'où l'aspect, coordinateur plutôt. Je ne crée pas, je coordonne et je veux que ça soit coordonné parfaitement. Voilà. Donc ça va être un petit peu les nuances de mon ancien boulot que j'applique sur ma société depuis maintenant 13 ou 14 ans, je sais plus, mais beaucoup. Donc voilà. D'accord, donc tu fais partie de la génération qui a presque amené le métier en France. Enfin, qui l'a déjà popularisé et qui a Ah oui, il est et puis clair qui a, que comme tu l'as dit, par rapport aux pratiques même des partenaires, qui a un peu posé les bases, quoi. ah totalement. Je pense même qu'on en plaisante avec certaines collègues, mais on fait partie de ce qu'on appelle les dinosaures du métier. Je Avec voulais pas joie, le hein, dire. mais c'est pas Je l'ai grave, déjà moi dit ça sur me un va autre bien. épisode, donc je vais pas me Ah ouais? répéter. Ouais, ouais. Bah, j'ai Non eu, mais Laura Z, il y a pas très longtemps, ouais? j'ai parlé de dinosaures. Bah, cool. Moi, mais je trouve que c'est cohérent. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, quand on se présentait ou qu'on allait démarcher des gens en France, wedding planner, c'était, ouais, qu'est-ce que c'est que ce métier? Donc c'est vrai que depuis et tant mieux pour toute la nouvelle génération, et d'ailleurs moi j'adore partager avec cette nouvelle génération qui arrive, qui a des idées, superbes, voilà, c'est tant mieux si on a pu dépoter des trucs, cool.
Du coup, tu m'as dit qu'avant, tu as démarré, tu faisais 14 mariages par saison, tu en fais plus que 8. Comment est-ce que toi, tu as évolué dans la pratique de ton métier par rapport à tes débuts et par rapport à maintenant? J'aurais pas mal de questions à te poser, même par rapport à ton positionnement. J'ai vu que c'était assez spécifique, mais déjà, Ouais. est-ce que tu peux m'en dire plus, Oui, 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 bien sur la sûr. différence, dans ton métier même, En entre fait, tes débuts et puis maintenant? surtout, déjà le gros pour dire à tous ceux qui nous écoutent que rien n'est impossible, moi quand j'ai ouvert ma société, je ne parlais pas un mot d'anglais. Quand je dis pas un mot, c'est pas un mot. C'est-à-dire, le niveau d'une élève française, en cours de d'anglais quoi, donc c'est-à-dire, rien. Et donc j'ai ouvert la société en commençant l'anglais puisque j'avais décrété dès le départ que, mon target, ma recherche client allait être du client étranger puisque le wedding planning, que ça soit aux États-Unis, en Angleterre, fait partie de la culture, du mariage, ce qui est pas le cas forcément en France, au départ. C'est les mamans qui organisent les mariages. Donc c'est vrai que d'entrée, je me suis tout de suite tournée vers une clientèle étrangère qui m'a fait, rapidement confiance, puisqu'ils sont très peu dans l'analyse, beaucoup dans, le retour, la réactivité et ça me convenait très, très bien. Donc d'entrée, une clientèle étrangère très rapidement, et chance parce que c'est aussi une chance, rencontrer, des gens dans le métier de la wedding sphere internationale, on va dire de nom ou de renom, en tout cas reconnus par leurs pairs, qui ont cru en moi et qui m'ont permis d'avancer dans mon petit sud, tout en y restant et ça, je trouve ça chouette. Et je pense que tu vas nous apprendre pas mal enfin, tu vas nous donner pas mal de tips intéressants puisque arriver rapidement à avoir 90 de clientèle, étrangère quand on démarre et qu'on parle quasiment pas un mot d'anglais, il va falloir que tu détailles un peu comment comment tu t'y es prise parce Alors, que le rapidement, c'est évolutif, hein, c'est ce que je dis tout le temps quand je fais des one to one, quand je fais des formations. J'explique que presser, c'est bien, mais il faut aussi savoir prendre son temps. C'est-à-dire que la société, pour avoir un positionnement quand même assez intéressant, a mis 4-5 ans. Par contre, la clientèle étrangère, face à un support type site internet, seulement en anglais, est en effet arrivée très rapidement. Alors, peut-être qu'on n'était pas très nombreuses à l'époque, peut-être que voilà, il y a tout un tas de choses à remettre en place, mais et si je pouvais vous lire ou vous reprendre mes premiers mails en anglais, oh là là, mais voilà quoi, on est vraiment dans une culture là, pour moi, la culture anglophone et je vais te dire encore plus, moi hem, je suis dyslexique. C'est-à-dire que la langue française est très dure envers moi et je trouve que la langue anglophone et les Anglais, les Américains, du moment que tu leur dis, «Je vous présente le dossier, bleuté», ils vont comprendre que le dossier est bleu ou si je dis: «Le voiture est rouge», ils vont pas me reprendre en me disant: «Non, c'est la voiture qui est rouge, Stéphanie». Donc c'est ce que j'aime dans ces cultures, c'est qu'il y a pas de jugement. OK, on a compris ce que tu veux, on a compris comment tu vas y aller et voilà. Et ça, c'est top parce que dès le départ, c'était pas gagné. bah, après, c'est surtout qu'il faut avoir je pense que tu as eu aussi cette décontraction et pas cette pression ou ce syndrome, comme ont beaucoup d'entrepreneurs, hein, je me rappelle plus du nom, je me rappelle jamais les syndromes qui fait qu'on pense qu'on n'est jamais à la hauteur, Ah oui. et que voilà, qu'on va pas y arriver. Toi, au moins, tu as foncé et même si tu avais pas trop de notions d'anglais et bon, au moins, c'est une belle leçon puisque ça prouve à celles et ceux qui se diraient que, «Bah, Mais non, moi, je parle pas totalement, anglais, je vais pas me lancer», voilà, totalement. C'est pour ça que je toi, le tu y dis es tout le arrivé et temps. même maintenant, il y a pas de raison, qu'on puisse pas se lancer. Alors certes, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en même temps, je pense qu'il y a moins de gens qui sont prêts à le faire, donc il y a peut-être moins de concurrence, quand, justement, tu t'adresses à une clientèle, 100 anglophone. Qu'est-ce Mmh. que tu en penses? Ouais, peut-être aussi, mais je pense que ce qui était vrai il y a 10 ans l'est quand même moins maintenant. Benjamin, je pense que la new generation qui arrive là, ils sont quand même OP, ils écoutent plein de trucs, voilà, que ça soit du YouTube, du machin, ils sont plus amenés à côtoyer la culture anglaise que ce qu'on l'était nous il y a quelques années. Donc Plus, oui, après je sais pas si je dirais que le niveau d'anglais est mieux qu'avant. J'ai pas ah j'ai pas ça l'impression personnellement. Ça, c'est encore autre chose, mais voilà, n'hésitez pas à vous lancer, mais même, j'ai envie de dire, si je m'écoutais là, j'aurais envie de me lancer,
dans le chinois que ça me déplairait pas, mais bon, c'est beaucoup plus ardu quand même. Mais C'est pas voilà, si c'est un target que certains planeurs peuvent avoir, voilà, je prends l'exemple, je sais pas, ça peut être moi, c'est une langue gutturale qui me plaît énormément, qui plaît à peu de gens, c'est l'allemand. Si j'avais envie de viser une clientèle suisse allemande, il faudrait que je me penche un petit peu sur mon allemand et je m'y remettrai relativement voilà. C'est aussi dans une culture d'entrepreneuriat et dans une culture d'entreprise, par rapport au target des futurs, planeurs ou planeurs en action qui veulent, développer leur société, ça peut être en effet une idée, parmi tant d'autres. Après Stéphanie, j'aime bien le concret, j'aimerais bien qu'on revienne sur justement le moment où tu lances ton site, il est en Ouais, anglais. Comment ouais. est-ce que tu fais pour parce que bon, je pense que suffit pas de faire un site et de mettre le contenu en anglais pour, que du jour au lendemain, il y ait une affluence de de On est clientèle d'accord. étrangère qui arrive sur le site et qui te fasse des demandes. C'est la Donc magie. donc voilà, entre le moment où tu mets ton site en ligne, que tu crées tes contenus, alors c'est peut-être même pas enfin je sais pas si c'est toi qui les as fait, si sûrement, hem bah, comment est-ce que derrière tu fais venir, les premières personnes sur le site et comment est-ce que tu les Hem, convertis en clients? et bien, d'une manière, quand je repense aux heures que j'ai passées là-dessus, c'est vrai que tu me voilà, là, je suis fatiguée rien que d'y penser, Benjamin, tu vois? On a d'abord travaillé donc, j'ai pris des cours, à hauteur d'1 fois par semaine. Je dis bien une seule fois par semaine en anglais, puisque j'avais encore des enfants en bas âge à cette époque et que j'avais très peu de temps. La création du site internet s'est fait donc avec ma prof d'anglais qui était une prof, qui vit en Angleterre, sur Oxford et qui m'a tout de suite donné un super accent, je l'en remercie. Et donc les premiers contacts étaient je recevais mes mails en anglais, je les traduisais en français, je répondais en français, je tentais de faire quelques phrases, très peu, en anglais. J'envoyais toute la trad à ma prof qui me renvoyait les réponses et ainsi de suite. Voilà comment ça a été pendant 6 mois et je t'entends rire Benjamin, mais je t'assure que j'ai fait ça. Et au bout de 6 mois, ma prof d'anglais m'a dit: «Je pars aux States pendant 4 mois en vacances, je ne serai plus là». Ça a été un drame. Ça a été un drame, mais en même temps, ça m'a mis le pied à l'étrier. C'est-à-dire que je n'avais plus aucun choix. J'ai dû me lancer et quand je te dis que mes clients ont reçu le petit voiture bleue, ça devait même être le petit qui était bleu, enfin je ne sais pas ce que j'écrivais, mais c'était une catastrophe. Mais voilà, ça a vraiment commencé comme ça et les supports, c'est ce que j'explique aux gens que je forme maintenant en one to one. Les supports, ils étaient, c'est le couple de copains qui s'est marié à l'île-sur-Sorgue devant la mauvaise roue avec, une mauvaise qualité d'image. Moi qui suis maintenant, baignée dans moi ce que ma spécialité dans mon travail, c'est d'avoir travaillé beaucoup avec des photographes en fine art et donc j'ai une approche vraiment, à l'image qui est très, très importante. Donc si on pouvait retrouver les 1 images de mon premier site internet, voilà, je crois que ça serait catastrophique et pour en rajouter une petite couche, au départ, je m'appelais Weddings of Excellence in Provence. Donc imagine les premiers démarchages au téléphone: «Oui bonjour, Stéphanie Fayol, wedding planner de Wedding of Excellence in Provence». Tout le monde raccrochait. C'était une catastrophe. Donc n'hésitez pas à faire des erreurs, c'est comme ça qu'on se construit. C'est une bonne leçon en tout cas. Et donc en fait, tu veux dire que tu as commencé en faisant de la prospection téléphonique? Ah oui, totalement. Ah, tu as fait de la prospection téléphonique en plus, Ah oui, je oui, oui. pense que quand tu maîtrises pas la langue, c'est l'une des techniques qui est la plus difficile en plus. Ah non, Enfin, mais tu là, sais la pas prospection, était en français puisque je te rappelle que moi je ne suis que, la prospection était pour les prestataires, les sites et ah ainsi de d'accord, suite. Moi, mes OK, clients, vraiment, vraiment, sont venus via le site internet au départ. Vraiment, vraiment d'accord et donc tu as même pas trop fait de travail de référencement et pas pour trop, rendre hein, ça plus visible, pas trop, pas du tout aujourd'hui et pas trop à l'époque. Juste du AdWords comme ça, mais quand même fait un peu de Google Ads, d'accord. ouais, total. Pardon. Je sais, c'est honteux. Bon après voilà, c'est comment dire? C'est le bénéfice d'être aussi parmi les premiers, c'est que justement, tu as un peu moins de concurrence peut-être qu'à l'heure actuelle. Maintenant et d'ailleurs tu vas nous en parler de comment ça se passe maintenant, comment tu trouves tes clients, j'imagine qu'il y a beaucoup de bouche à oreille ou Tout à fait. et d'autres choses qui sont liées à ton expérience dans le domaine.
C'est vrai que lancer un site aujourd'hui et espérer qu'il y ait des clients qui viennent comme ça tout seuls, Oui, oui. c'est moins réalisable, enfin, c'est un Oui, peu oui, moins on est bien d'accord, on peu est bien moins d'accord, facile à imaginer, bien sûr. et oui, donc justement, en parlant de fine art, j'ai vu que c'était quelque chose que tu mettais beaucoup en avant sur ton site, enfin que tu mettais en avant. Oui, C'est un positionnement qui est peu courant, je dirais, puisque même les wedding planners qui se positionnent sur, sur des mariages un peu luxe, c'est pas forcément le positionnement qu'ils emploient. Après, j'ai pas je suis pas allé sur tous les sites non plus de tous les wedding planners, mais j'en ai vu beaucoup. Heu, donc est-ce que enfin, comment est-ce que tu en es venu à ce positionnement-là? Est-ce que c'est le positionnement que tu avais au début? Tu as parlé de wedding planner excellence, donc tu as peut-être toujours voulu te positionner, sur oui, le toujours, domaine ça a du été une mariage de recherche, luxe? oui, dès le Ouais. départ. Alors, pour moi, si tu j'y mets un petit bémol, le mot luxe, me plaît, me déplaît, si tu veux, parce que qu'est-ce que le luxe? Mmh. Première question. Où on va le définir? Pour moi, tu vois, des fois, quand on dit luxe, pour moi, c'est pompeux, de trop, de la surcharge. Donc c'est pas comme ça que j'ai envie de me définir, mais hem, l'approche, photographique, elle s'est faite, pas sur mes débuts. 3-4 années se sont passées, je coordonnais, je faisais mes mariages et ça Parce que je vais te couper, hein, excuse-moi, mais pas en de fait, souci. le fine art, c'est uniquement par rapport à la photographie? Parce que moi, c'est un mot, que j'ai découvert, je crois d'ailleurs Alors en naviguant sur ton site. le fine art est un générique, c'est là aussi, on y met du bémol parce que, dans la photographie en France, on va définir les gens sous du et j'y mets des guillemets parce que pour moi c'est voilà, du moody, du fine art, du soyez qui vous êtes, peu importe, voilà, l'image et la grosse différence en fait, c'est que, moi quand j'ai commencé à bosser, au bout de 4 années, j'ai rapidement rencontré quelqu'un qui s'appelle José Villa, donc qui est le précurseur de la photo fine art aux États-Unis. Donc je te laisserai aller voir, donc c'était quelqu'un qui, pour t'expliquer la grosse différence tout d'abord, qui shoot à l'argentique, donc en film et non pas en digite. Donc ça a été un peu le précurseur de la photo mariage à ce niveau-là et moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui en Provence, sur un mariage et il m'a donné beaucoup de temps. Il m'a offert du temps à m'expliquer le rapport qu'il a, la recherche qu'il a avec la lumière, ses besoins, le rendu qu'attendent de ses clients puisque la clientèle américaine était déjà très demandeuse à l'époque d'un rendu, bien spécifique, sur les reportages qu'il demandait à José et ainsi de suite. Donc en fait, c'est parti de là. Ensuite, José, fait des workshops aux États-Unis pour photographes, que je suis avec grand plaisir et une de ses émules, une de ses élèves qui s'appelle Tamara Gruner, qui est photographe maintenant, dans le Colorado. À l'époque, elle était pas dans le Colorado, mais je sais plus quelle région elle était, m'a contactée en me disant: «Voilà Stéphanie, j'ai un projet, j'ai envie de faire un workshop en Provence». Et donc, si tu veux, pendant 3-4 ans, j'ai organisé, les workshops de Tamara, ici en Provence, pour des photographes. Donc si tu voilà, j'ai rapidement baigné dans ce monde-là. J'ai un regard, comme je te disais au début, je ne suis absolument pas une créative et donc du coup, j'ai un regard envers tous les photographes, quels qu'ils soient, digital, fine art, blabla, film. J'ai beaucoup de respect parce que pour moi, ce sont des artistes. Donc moi, en tant que coordinateur et organisateur, je me dois le plus grand respect vis-à-vis d'eux. Ça, c'est une demande, donc quand tu me demandes quelle est l'excellence, déjà pour moi, cette qualité-là, que je dois à ce partenaire et mes équipes le savent tout le temps, primordial. Jusqu'à pousser l'exercice à ce que maintenant sur les dates, j'ai toujours quelqu'un de mon équipe qui accompagne le photographe en question pour qu'il puisse avoir les shoots qu'il recherche, de manière spécifique. Donc on pousse l'exercice, vraiment très haut. Tu parles que sur tes mariages, hein, c'est ça que tu organises, il y a quelqu'un de ton équipe toujours avec le photographe, c'est ça? Ouais, sur la date, sur le jour J qui l'accompagne pour l'aider à faire son travail. C'est-à-dire,
Je te mets un exemple, à telle heure, ils doivent, shooter le gâteau ou je ne sais, mais en même temps, il y a quelqu'un parmi les guests qui les embête parce que: «Ouais, je voudrais que tu prennes en photo». Voilà, on est là, nous, avec notre équipe pour dire: «Vous inquiétez pas, le photographe revient, là, on va faire ça», pour essayer de leur dégager leur temps. Parce que ce que j'explique souvent, tu me dis si je vous perds, hein. Ce que j'explique souvent, c'est que beaucoup de photographes, en tout cas moi j'en ai croisé, sont très forts sur, un styling shoot. C'est-à-dire on crée une journée, dédiée à l'image et on va shooter, des images pour, un support, internet, un futur, voilà, bon bref. Mais l'exercice entre un styling shoot et une real date, un vrai mariage, est vraiment différent puisque bien sûr tu vas y apporter de la pression, un timing plus resserré, des invités qui vont venir, peut-être empêcher le travail du photographe pour X et Y raison. Donc nous, on essaye de leur garantir un retour sur leur travail et du coup pour nos couples. C'est aussi très important. D'accord, donc c'est là-dessus, que tu t'es, au final, spécialisé aussi Totalement. et ce que tu mets en avant auprès de tes clients. Si c'est pas toi qui crée, du coup, qu'est-ce qui crée pour toi, au niveau de l'ambiance des mariages et cetera? Alors, quand je dis: «Je ne crée pas», j'ai beaucoup d'idées. Je fusionne d'idées, mais mes 2 mains ne savent pas créer. Donc, de mon exercice de chef de produit, j'aime beaucoup travailler sur les color palettes, les Pantone, créer des moodboards, pour mes clients. Mais à partir de là, je vais bien sûr déléguer, alors la partie florale, la partie, design, la partie parce que là encore, si je reviens à l'essentiel de mon métier, je vois pas mal de wedding planners qui font aussi du wedding design, avec le plus grand respect, là encore, mais pour moi, ce sont 2 métiers totalement différents. Je ne m'imagine pas aller, gérer la fleur ou la créa des fleurs sur une date, pendant que j'en suis le coordinateur. Pour moi, ce sont 2 métiers totalement différents, donc du coup, c'est quelque chose que bien sûr je split, sur les dates. Je suis le wedding coordinateur et organisateur et nous avons des wedding designers ou fleuristes, qui sont là pour la partie créative. Donc, j'ai des idées, mais je les mets en corrélation avec ces corps de métier qui eux aussi sont dans l'artistique, D'accord, donc toi, en fait, tu travailles seul et à chaque fois, tu te fais accompagner par des prestataires, totalement, qui sont spécialisés dans leur domaine. et adapté par rapport à la demande du client, bien sûr. D'accord et donc toi, sur l'organisation, parce que tu parlais, d'équipe tout à l'heure, Ouais. tu des personnes qui bossent pour toi ou tu fais toujours appel à des prestataires ou tu as des stagiaires aussi peut-être, je sais pas? Alors, oui, sur les dates, sur la saison, j'ai toujours, on va dire, mon bras gauche qui travaille avec moi, en pas tout le temps, en fait, c'est des contrats d'été, et après on prend 1 ou 2 stagiaires. Après ça dépend les dates, Benjamin, quand on a un mariage avec, 70 personnes, on va être une équipe de 2. Et quand j'ai des dates, avec, 4 jours d'événements, une centaine d'invités, les équipes ont pu être jusqu'à, 8-9, ça dépend. Donc ça aussi, on adapte par rapport à en fonction de la date. Et je travaille toute seule au sein de l'agence le reste de l'année parce qu'employer plusieurs personnes, malheureusement en France, ça nous coûte, très, Un peu très, très d'argent, cher. Ouais, exactement, ouais. avec grand regret d'ailleurs. Mmh. Ah bah oui, oui, ça c'est certain, ouais. On n'est pas trop aidé, pour ça. Non, on est très chargé. Dis-moi Stéphanie, qu'est-ce qui fait que la Provence, attire, autant les étrangers? Parce que alors je sais pas si c'est spécifiquement la Provence, bon toi tu t'es spécialisé sur cette région-là. Il y a des choses en particulier que recherchent les étrangers par rapport à la Provence? Ouais, bien sûr, et surtout, tout ce qui est américain, en fait, on est un pays avec une histoire. C'est quelque chose qui les fascine. On est une région, très simple, hein, tu prends la pierre, la Provence, l'olivier, les champs de lavande, la partie, chef étoilé, le bon vin. Voilà ce qui nous définit. Voilà ce qui va,
Bon, bah, là, je Voilà. crois que tu as donné envie à tout le monde de partir, chez toi en vacances. Ah là, tu vois, de ma fenêtre, moi je suis fan de ma région. De ma fenêtre, je vois Mont-Luberon et je comprends pourquoi ils sont là. Et je vais pas leur vendre autre chose puisqu'en effet, je suis là aussi pour ça. Donc ça me va bien. C'est marrant parce que dans le wedding planning, il y a 2 écoles. Il y a celle et d'ailleurs, le dernier, enregistrement que j'ai fait avec, Églantine qui est pas encore sorti, Ouais, elle me disait qu'elle, elle travaillait dans toute la France, et puis, bon, bah, quand il s'agissait d'aller voir des prestataires et cetera, heu, elle avait des partenaires aussi sur place, bah, qui pouvaient faire les visites s'il le fallait. Toi, tu t'es vraiment, focalisée, à l'inverse, uniquement sur, sur une petite région? tout à fait. Il y a une raison à ça ou est-ce que, Bah, ou il y a une raison parce que très honnêtement, au départ, c'est parce que j'avais pas forcément envie ayant beaucoup voyagé, j'avais envie de faire venir les gens ici. Et inversement, puisqu'en effet, là, on revient sur l'excellence de service de la société. Alors, j'ai pas la science infuse, voici mon avis. Pour moi, la qualité de service est dans la maîtrise, que l'on a de nos partenaires. Qui dit maîtrise dit, connaissance parfaite de chacun, se tenir informé de ce qu'ils font, aller à leur rencontre souvent, en cette période prendre soin d'eux, s'informer. C'est quelque chose que je ne me verrais pas faire, au national et encore moins à l'international. Ou, comme je l'ai dit à une cliente qui voulait absolument qu'on travaille pour elle en Grèce, une cliente de Singapour, le devis devenait vraiment énorme parce que je devais aller au minima 5 à 6 fois, en Grèce pour avoir la maîtrise, comme je l'entends moi, hein, de chacun. Donc voilà, ça encore c'est purement personnel. C'est comme ça que moi j'imagine et je veux réaliser mon wedding planning. Donc d'être ici, ça me permet d'avoir vraiment une maîtrise de mes prestataires et une connaissance accrue de la région et des nouveautés. Puisque mon premier devoir va être, alors en anglais on dit scouting, d'aller, rechercher, des sites que d'autres, wedding planners n'ont pas encore. Tu vois? oui, bah, D'aller tiens, sourcer, je voulais qu'on en parle justement des lieux. Heu, j'ai vu sur ton site que tu avais une page, spéciale ou même je crois que tu mentionnes plusieurs fois que tu as des partenariats spécifiques avec certains lieux et des lieux de renom. Est-ce que c'est quand on parle de enfin, quand j'ai lu ça, je me suis dit: «Tiens, elle a peut-être des contrats d'exclusivité avec certains lieux» ou oui, enfin, c'est un alors peu ce qui est sous-entendu sur le site. Est-ce que c'est le cas ou totalement, totalement. Alors je vais t'expliquer la politique de la maison. Je n'aime pas avoir un lieu, en exclusivité pendant X, années. Je trouve ça a aucun intérêt. Par contre, l'avoir, 4 à 5 mois en exclu, parce que alors je vais t'expliquer pourquoi je les ai ces lieux dans ce sens-là. 4-5 mois me paraît en effet concret et de l'ordre de 2-3 lieux, par an, pas plus. Après je joue, sur le terrain de jeu que m'offre la Provence un peu partout avec nos copines, hôtes de wedding planner nationales, régionales et internationales puisque comme tu l'as dit, la Provence attire beaucoup de monde. Quand, j'ai un lieu en exclusivité, c'est parce que d'abord je l'ai travaillé. Souvent, j'ai des lieux, que j'aide à travailler, à se développer dans l'organisation du mariage. Je prends un exemple, un lieu que je n'ai plus bien sûr en exclusivité, qui s'appelle, le Clos Saint-Estève et pour moi, c'est une histoire importante à raconter aux futurs, planeurs, parce que c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire. Donc c'est un lieu qui se trouve au Thor, hem, qui a été racheté par une propriétaire canadienne et qui m'avait contactée dès le départ à l'achat en me disant: «Voilà Stéphanie, je veux faire du mariage sur mon site et voilà, je n'ai aucune idée de comment faire». Donc dès le départ, j'ai travaillé avec elle sur plan, sur comment on va, pouvoir travailler d'une manière, sensée, des mariages, sur votre site. Alors ça va aller du créer des toilettes en extérieur, les arrivées d'eau, le nécessaire en électricité, enfin voilà, ça c'est démultiplié parce que nous, des propriétaires qui nous appellent, par semaine pour venir faire du mariage chez eux, j'en ai, beaucoup, plus que des demandes de mariage, ah très ouais, c'est marrant honnêtement. ça, tu vois? Je pensais pas du tout. Et oui, mais inversement, très Parce que là, peu les peuvent lieux, c'est recevoir denrées du oui, voilà, c'est ça, d'accord. voilà, donc nous, on est là aussi pour leur dire des réalités
Et ce site-là, pour finir, bien abouti. On a donc fait un des workshops de Tamara Brunner dessus. Et bien sûr, dès qu'on a commencé à dialoguer dessus, quand je monte un lieu comme ça, je mets mes préconisations. C'est-à-dire que du fait de la proximité de voisins quand même sur ce site-là, j'avais demandé, préconisé à la propriétaire qu'elle fasse très peu de mariages, type 4-5 par an, d'une manière espacée. Et vu que le site a très, très bien pris, elle a eu beaucoup de demandes. Et bien sûr, quand tu es propriétaire d'un site, tu cherches à faire du chiffre, hein. C'est quelque chose qui est très sensé. Sauf que cette personne-là, en faisant venir beaucoup de wedding planners, notamment de wedding planners étrangers, qui ne sont pas au fait de la réglementation française, des nuisances, enfin tout ce qui peut être, ce lieu-là depuis est fermé parce qu'il a reçu, une missive de la préfecture en lui disant qu'ils ont reçu des plaintes et qu'il y a eu trop de mariages, qu'il y a pas eu de respect par rapport à la réglementation. Et donc nous, en tant que wedding planner, c'est aussi quelque chose auquel on doit veiller. Et ça m'est très, très, très important parce que je vois beaucoup de sites qui s'effondrent, à cause de ça. Je trouve ça dommage. Ouais, bah, c'est un très bon point que tu abordes, puisque c'est quelque chose d'ailleurs dont j'avais jamais entendu parler. Eh oui. Et donc toi, c'est vrai que ce que tu recommandes du coup, et tu fais bien d'en parler parce que c'est super important, et puis ça peut aussi, je pense, te permettre d'avoir bah, un certain avantage peut-être par rapport à d'autres wedding planners, c'est d'aider donc certains lieux qui se lancent Ah oui, mais ça à... s'est fait très naturellement. C'est-à-dire que les gens maintenant m'appellent en effet, pour avoir c'est une expertise en fait, mais là encore Benjamin des fois, c'est ce que j'appelle, alors moi ma société par exemple a grossi à partir du moment où j'ai pris la décision de ce que j'appelle le pouvoir de dire non. C'est-à-dire que des fois je dis non à certains couples pour X, Y raison, je ne ferai pas votre wedding planning, et le pouvoir de dire non quand on me demande une première expertise, puisqu'en fait, ça c'est encore une autre histoire, mais je travaille dans l'immobilier à côté, ma société a 2 antennes, et quand je vais faire une expertise pour, organiser des mariages sur un lieu et que j'annonce au propriétaire: «Écoutez, pour moi en tant qu'experte dans cette branche, ça me paraît difficile de mettre en route des mariages, sur votre site. Parce que le voisinage, parce que une route trop proche, dangerosité en termes de sécurité, parce que X, Y raison, parce que les propriétaires ne veulent pas s'investir d'une manière à hauteur de X pour pouvoir, développer, je sais pas, une arrivée, eau, toilettes, voilà, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont un mas en plein milieu d'un champ en Provence, ils vont pouvoir faire du mariage, ce qui n'est pas vrai. Et donc concrètement, toi, tu les accompagnes quand tu parlais sur plan, ça veut dire que tu vas imaginer même parfois une rénovation du logement, faire des travaux Une spécifiques par rénovation des jardins, travailler avec les jard enfin le paysagiste et ainsi de suite. Oui, on a fait ça pour le Clos Saint-Estève et c'était très intéressant. C'était un exercice qui était poussé à l'extrême et j'adore ça. et donc c'est toi qui coordonnais, tout ça et les Heu, travaux aussi? j'ai donné mes conseils en tant que wedding planner. Mmh, d'accord. Et donc après, ça se négocie comment, une fois que le lieu tourne, c'est là où tu négocies du coup, bah, parce que je vous ai aidé à développer le lieu, par contre, je veux pouvoir bénéficier du lieu pendant, bah, 4 à 5 mois sur un an, Exact. comme tu disais tout à l'heure. Exact, avec une indication qui est bien sûr on n'est pas, Heu, ils savent que je ne fais pas, 20 mariages par an, puisque ce n'est pas la recherche de ma société, mais avec, une certitude pour eux d'avoir un retour de qualité, c'est-à-dire des supports photos, des publications, voilà, Mmh. c'est un win-win, hein. C'est Donc ça. attention, quand on fait ça, ça demande aussi à avoir une responsabilité envers chacun et en premier par rapport aux propriétaires des lieux, avant toute chose. Donc c'est pas que, on peut pas dire, voilà: «On vous promet monts et merveilles». Là encore, j'ai le pouvoir de leur dire entre guillemets: «Voilà ce qu'on peut vous apporter». Après j'ai les certitudes, moi je n'en ai pas. Je n'ai que mes vérités et mon expérience. C'est super intéressant en tout cas parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau que j'avais jamais entendu donc c'est pour ça que j'aimerais bien creuser encore un petit peu plus. Quand tu dis 4 à 5 mois, c'est parce que bon, je me mets à la place du propriétaire Ouais. qui a un deal comme ça avec toi, heu et donc
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si toi, par exemple, heu, enfin, tu lui dis à l'avance sur quelle date il va être booké ou parce que Ah ben bon, enfin, non, si pas du toi, tout, je vais pas orienter mes couples, c'est-à-dire que les couples quand ils m'appellent, je te mets le cas, je vais avoir une première demande, «OK, on veut venir se marier en Provence, OK, très bien messieurs, dames, vous avez une approche, plus Bastide provençale ou château?» 1re question. Du fait, d'avoir été chef de produit et je ne te cache rien, la mode, l'effet de mode est un éternel recommencement. C'est-à-dire que, je te prends le cas, il y a 5 ans, on me demandait 0 château, heu, dans les venues, dans les sites. Au jour d'aujourd'hui, on nous demande beaucoup de châteaux. mmh, Moi, mon travail, par rapport au fait que j'ai été, chef de produit, quid de la demande qui sera dans 2 ans? Tu vois? D'avoir ce regard, toujours porté plus loin, aller poser le target plus haut. Heu, les mariés sont très inspirés. Moi, alors, allez, secret, au jour d'aujourd'hui, je pense que dans 2 ans, on aura une vraie recherche architecturale, que les mariés vont nous demander des lignes un petit peu plus, travaillées, plus modernes. Voilà, moi, pour moi, c'est ce qui va être dans 1 ou 2 ans. Voilà un avis, voilà un tips. des lignes architecturales, tu veux dire le que quoi? C'est les lieux qui vont devoir se réinventer Non, ou? non, non, pas du tout. Un site ne se réinvente pas. Un site va péricliter dans le temps, pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'un château va exister parce qu'il est un château, une bastide provençale pour la pierre apparente ou, la lavande qui l'entoure et ainsi de suite et un site un peu plus moderne type, je vais pas te citer des sites, mais, des choses plus modernes, avec des D'accord, lignes plus modernes. donc là, toi, tu te projettes d'ici 2 ans et tu dis qu'on sera plus sur des lieux, avec des lignes plus modernes, Exact. par rapport à maintenant où on est plus sur de l'ambiance, château, quoi. Ouais, tout à fait. Après, ce que recherchent les gens par rapport aux lieux et je pense que dans les clients, toi, que tu cibles, eux, ils recherchent des lieux, c'est quoi? C'est derrière pour avoir des belles images principalement, non? J'imagine que, hein, pour une ambiance particulière, mais Oui, alors l'ambiance que génère la Provence, c'est-à-dire, en priorité l'authenticité. Cette recherche d'authentique, de real life, de retour aux essentiels. C'est pour ça que tout à l'heure dans mes comment décrire, les adjectifs qui décrivent la Provence, je t'ai dit, la lavande, la nourriture, les chefs, le bon vin. C'est ce que recherche une clientèle, même très aisée ou voilà, le client a une recherche d'authenticité. C'est pour ça qu'ils viennent en Provence. La Provence est souvent, comparée quand ils hésitent entre la Provence et la Toscane, pour te donner d'accord. un exemple, tu vois? Donc et ça ne m'étonne pas puisque c'est un petit peu les mêmes schémas. Et est-ce que toi, tu as beaucoup de demandes? Puisque, j'ai aussi cru comprendre que c'était aussi, quelque chose qui devenait de plus en plus populaire, des mariages, sur plusieurs jours où faut que tu organises aussi tout ce qui est, lieu pour dormir, et Ah bah, cetera, ça, ou c'est est-ce notre spécialité. On ne fait d'accord, que du fait d'avoir une clientèle étrangère, en mmh, général, ils font ce qu'ils appellent un destination wedding. Un destination wedding, c'est nous venons plusieurs jours sur une destination. Ce ne sont pas de très gros mariages, en général, bien que l'année prochaine, on en a un avec 300 personnes. Hem, Ce sont des mariages plutôt, sur un nombre entre 60 et 80 personnes et c'est une expérience que veulent offrir nos mariés à leurs guests et à leur famille. Donc c'est pour ça que ça se déroule souvent sur 3 jours. Ce qui veut dire un rehearsal dinner, un welcome dinner, un dîner de bienvenue, par exemple, le vendredi, le samedi, jour de mariage avec tout ce que ça peut comporter et un dimanche autour d'un brunch, X ou Y, voilà. Ça, c'est le schéma, le scénario de base qu'a 95 chacun de mes mariages. Clairement et donc oui, on leur trouve divers sites, divers lieux de couchage. On leur crée une accommodation list, on leur trouve des activités. C'est une expérience que l'on crée. d'accord, ouais, c'est plus ouais, c'est un séjour, quoi. C'est Exact.
C'est même plus qu'un mariage, c'est un séjour. Moi, ça tombe bien parce que je voulais te poser la question sur, quelle était ta clientèle, mais là, je pense que tu en as fait un portrait déjà qui est assez parlant. Donc oui, c'est ça, c'est pas des gros mariages, quoi. Enfin, c'est pas des gens qui viennent à plusieurs centaines de personnes, quoi, généralement. Oui, tout à Après, c'est fait. vrai qu'il faut les faire venir toutes ces personnes-là, donc Et oui. j'imagine que c'est un coût aussi. Et oui, donc en termes de budget, c'est sûr que l'impact doit être serait différent, bien sûr. Mais en fait, on a commencé, on avait pas mal une jolie clientèle brésilienne il y a quelques années, chinois, anglais, américains. Hem, En ce moment, bah, les Chinois, autant te dire que voilà. Oui, parce que pour préciser, on est en plein Covid, hein, encore, au Oui, moment où on enregistre ce podcast, parce qu'il y en on aura l'est. sûrement qui vont l'écouter d'ici quelques mois, voire, années. Tout à fait. Où sera-t-on dans quelques années? Bonne question Ouais. d'ailleurs. Donc oui, voilà, donc et les Brésiliens, eux, ont disparu plus pour des raisons de coût parce que c'est vrai qu'ils sont, quand par exemple, quand ils doivent payer un de mes prestataires, quand ils font un wire transfer, ils sont énormément chargés, en banque, ça leur coûte très, très cher de venir se marier en Provence. Très, 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 très cher. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu perdu cette clientèle que j'adorais, mais en même temps qu'ils me faisaient coucher très, très tard puisqu'ils adorent faire la fête très, 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 très tard. Donc voilà, un peu moins de Brésiliens aussi en ce moment. D'accord, et donc là, en ce moment, on est plus quoi? On est toujours sur la clientèle américaine, ça va pas ça Ouais, va pas. américain, anglais, suisse, heu, j'ai très peu, par exemple, d'italien, d'espagnol. Moi, c'est pas une couleur que j'ai dans ma clientèle. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà. Mmh, ouais, australien aussi, mais qui pareil, hein, c'est comme la Chine, c'est devenu obsolète là. Et en parlant de Covid justement, comment tu as fait toi pour passer un peu cette épreuve? Bah, moi, j'en ai beaucoup parlé alors sur les réseaux, sur les supports, Insta et ainsi de suite. C'est vrai que, heu, allez, étant une des dinosaures, on m'a beaucoup demandé d'en parler. Je suis quelqu'un de très positive par défaut et quand ça a commencé, j'ai après mes différentes interventions Instagram, c'est énorme. J'ai beaucoup de wedding planners, alors débutantes ou pas, qui m'ont contactée après. On a beaucoup échangé. Comme si j'avais des clés. Je n'avais zéro clé. Par contre, ce que j'aime à dire, c'est que, le covid est une situation terrible, terrible pour nos mariés et qui nous demande à nous, en tant que wedding planner, de déboîter des situations hyper complexes. Mais si on est réel, si on reste face, à ce qu'est notre métier, c'est exactement ce qu'on fait tout le temps. Et là, je vais mettre des gros guillemets, on débrouille, on dénoue des nœuds souvent très complexes dans nos métiers. Donc finalement, c'est une nouvelle complexité qu'on a à passer, mais c'est pas un exercice nouveau pour nous finalement. On doit encore adapter, réadapter, s'organiser, différemment pour nos couples, pour nos prestataires. On doit veiller à ce que tout le monde aille bien, à que tout le monde reste dans un bon mood et c'est pas facile. Mais finalement, c'est venu aussi justifier notre travail, encore plus, s'il fallait le justifier. Et donc du coup, c'est pas négatif tout ça, D'accord, donc toi, tu le vois vraiment comme une épreuve qui va te faire progresser, totalement. dans ton métier. Obligé, Ouais. sinon il faut s'arrêter tout de suite. J'ai vu que tu faisais aussi maintenant, je sais pas depuis quand d'ailleurs ça date, mais tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu fais de la formation one to one. Alors Ça, c'est je quoi vais pas y comme mettre le niveau? mot formation puisque j'ai eu un numéro de formateur quand je faisais les workshops. Je fais des one to one, c'est-à-dire j'aime pas le mot formation parce que c'est, un format que je fais d'une manière, alors oui one to one, du face à face, 4, 5 jours, face à une personne qui va débuter ou qui va vouloir, encore plus pousser l'exercice de son wedding planning et je cherche d'abord à bien connaître cette personne, qui elle est, à quel niveau elle est dans son wedding planning et elle va pas repartir avec un diplôme parce qu'elle a passé 5 jours avec moi. Par contre, c'est comme être wedding planner. Elle va avoir un suivi en amont, en aval de notre rencontre et j'aime aller faire progresser, par rapport à qui elles sont. Comment parce que les si tu me prends moi, Stéphanie au jour d'aujourd'hui, je peux encore toujours évoluer par rapport à qui je suis et donc si tu prends une wedding planner X et une Y, sa personne, sa personnalité, sa couleur de wedding planning, comment elle veut développer, voilà. On va passer 4, 5 jours autour de ça, à vraiment pousser.
l'exercice, à son paroxysme. Voilà. Donc pourquoi je n'aime pas le mot formation? Parce que je n'en ai plus le numéro de formateur parce que bon, ça me servait pas à grand chose. Par contre, je fais du one to one pour, allez, si je peux, pousser l'exercice de ce métier jusqu'à son extrême, voilà, je le fais volontiers. Mais c'est quelque chose que je fais 3 ou 4 fois par an, quand on a des creux. D'accord. Et si justement par rapport à toute l'expérience que tu as eue déjà avec ces wedding planners qui sont, j'imagine pour la plupart, débutantes, quels seraient selon toi les deux trois conseils principaux, que doit absolument mettre en pratique les wedding planners qui se lancent? Enfin, ce que tu dis à chaque fois ou à toutes les personnes que tu as pu rencontrer, quels sont les conseils peut-être que tu donnes, enfin que tu as donné à chaque fois, voilà, si tu en Bah, avais 2-3 comme ça qui te viennent en tête? bah, tout d'abord, par exemple, cette année, j'ai fait un one to one avec une jeune femme qui voulait devenir wedding planner et à la fin de c'est pas cool les mails pour, le podcast. Et à la fin de la session de 5 jours, elle s'est rendue compte qu'elle serait cérémoniante de cérémonie, tu vois? Déjà, voilà. Mmh. Parce que, par rapport à la personnalité qu'elle avait, ainsi de suite. Donc le retour que je d'abord avoir une expérience terrain. Si ces dames ou ces jeunes hommes ou ces peuvent, en allant taper à certaines portes, venir faire une première date et manger 3 jours de terrain, jour, nuit, pour se rendre compte de ce que c'est, je trouve que déjà l'exercice, voilà. Si à la fin des 3 jours, ils se disent: «Oh OK, j'ai kiffé, j'ai les pieds, ils sont gonflés à bloc, mais j'en ai pris plein la tête et j'ai compris comment marche ce métier», bingo. Je pense que quand on commence quelque chose, faut pas avoir peur de dire: «OK, finalement, c'était pas pour moi». Moi, j'ai beaucoup de gens aussi qui me disent: «Oh, tu es wedding planner? Non, là, mais c'est un métier que j'aimerais absolument pas faire». J'en ai beaucoup qui me disent ça aussi et je comprends. Mais je trouve ça, Et heureusement d'ailleurs, je et crois pas oui, je non, pense mais que tout tout à le monde fait, n'a pas les mais mêmes choses. oui, mais bien sûr, mais je veux dire, tu sens que c'est vraiment une manière intrinsèque: «Ouh là là, non, 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 oh non, ça me plairait pas du tout». Donc voilà, c'est aussi ça être wedding planner, c'est être très baigné dans l'humain. On Enfin moi Benjamin, j'ai depuis ces années, j'ai rencontré des femmes et des hommes merveilleux, des histoires, juste magiques. Voilà, je fais aussi ce métier pour ça. Voilà, des partenaires merveilleux, mais voilà, c'est aussi ça le wedding planning, c'est pas que des difficultés, c'est aussi des superbes histoires. Et donc l'expérience terrain, tu dirais donc vraiment Ouais, absolument, expérience terrain, indispensable avant de se lancer, avant de créer sa priorité. boîte, il faut savoir, Mmh. vers quoi on s'engage, ouais. Quand j'ai eu fait des masterclass ou quand j'ai eu fait des interventions sur, des salons, avant de commencer, je demandais en général: «Qui est timide?» Quand j'avais la moitié de la salle qui levait la main, je dis: «Ah OK». Je pense qu'il aussi, il faut pas trop être timide pour ce métier. Il faut aller au contact, il faut savoir échanger, il faut la timidité, c'est comme tout, ça n'interdit rien, ça se travaille, mais Mmh. voilà, ça se travaille. Oui, il faut pas avoir peur d'envoyer des mails en anglais quand on sait pas trop parler anglais. Ça t'a plu, hein? Ah bah, en fait, oui, c'est que c'est super inspirant et puis je pense que ça va en inspirer plus d'un et plus d'une. Donc ouais, ouais, enfin, je trouve que c'est une super histoire Ouais, ouais. et c'est vraiment à mettre en avant. Bah, écoute, on va transitionner, tranquillement sur la dernière partie, si tu veux bien, où Volontiers. on a des questions, qu'on pose à tous nos invités OK. et la première qui va rejoindre un peu ce que je t'ai posé, juste avant par rapport aux conseils que tu donnerais aux wedding planners qui se lancent, c'est, bah, si toi, tu devais revenir à ton cas particulier quand tu t'es lancé toi, avec les connaissances que tu as, maintenant et que tu pouvais te souffler quelque chose, à l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais? De pas hésiter à contacter, les gens qui sont déjà, du métier pour, espérer avoir du partage. Je dis bien espérer parce que, moi la première, je peux pas répondre à tout le monde. Quand je réponds, on me dit: «Ah bah, merci de répondre, mais il y a pas de souci». Moi, j'aime beaucoup être dans le sharing, dans le partage, heu, voilà. Les gens qui aiment ce métier, les wedding planners qui aiment ce métier vont avoir plaisir à partager, donc se former est un bien grand mot, échanger, voir comment, par rapport à qui vous êtes, vous pouvez grandir parce qu'il faut toujours, voilà, moi je considère, moi la première, je ne suis jamais aboutie. Il faut toujours se challenger.
c'est un métier où il faut toujours se challenger. Donc, il y a plein de manières de se challenger. Donc, n'hésitez pas à aller au contact, des autres, des gens de votre région, des partenaires de votre région pour construire et contacter d'autres wedding planners. Formez-vous, alors, de manière, parce qu'il n'y a pas encore vraiment d'école, existante, mais formez-vous, et donc se former, ça veut c'est avant tout échanger, quoi. Oui, c'est aller voir les gens qui sont, bah, là où qui en sont là où tu veux aller toi. Ça, c'est sûr que c'est un conseil assez générique qu'on donne même à tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est, aller rencontrer, ceux qui ont réussi ce que tu veux réussir à faire quelque part, hein, C'est ça, c'est ça. pour aller d'autant Nous plus vite moi et bien tu s'entourer. Ouais, exactement. Moi, en 2021, là, j'ai un projet, qui me tient à cœur, qui est vraiment dans ce sens de partage, un projet que je vais faire avec Clémentine Marchal du blog de Madame C. Je sais pas si c'est quelqu'un que tu connais dans la wedding sphere, qui est quelqu'un de très inspirant et qui a créé, c'est elle qui l'a créé il y a quelques années, un concept qui s'appelle, Manager of Myself, et c'est une espèce de retraite entre femmes, sur plusieurs jours. Elles ont fait ça au Maroc, bon, et avec Clémentine, on a envie de créer un événement, qui aura, je croise les doigts, lieu en novembre prochain, mais là sur un format sur une soirée où 100 femmes entrepreneurs, wedding planners, agents immobiliers, créateurs de lignes textiles vont pouvoir se rencontrer, échanger, construire, faire du lien. Voilà, ça met en tant que dinosaure du mariage et de l'événement important. Je trouve que les gens, on s'oublie derrière nos ordinateurs et derrière, tout ce qu'on vient de vivre, et que c'est important de recréer du lien, très important, et que si les des femmes arrivent à comme ça, à pousser leur entrepreneuriat, leur challenge, sur une journée, elles auront tout à y gagner. Donc ça, c'est par exemple, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et est-ce que tu as un site pour l'événement ou un nom qu'on pourrait, Mmh, ajouter, dans les notes du podcast? alors il y a un compte Instagram qui a été créé et un site sur l'événement qui arrive tout bientôt, puisqu'avec Clémentine, nous travaillons sur ça, en avril. Donc D'accord. voilà, Bah, au moment où l'épisode sortira, le site sera sûrement, en ligne. Tu nous enverras les liens, comme ça on les postera, c'est sur gentil, l'article volontiers. qui accompagne ce podcast. Tu nous as dit aussi que, bah, tu sentais que tu avais toujours des choses à apprendre et du coup, j'avais une question par rapport à ça qui serait, bah, comment est-ce que tu progresses, dans ton activité, ou même, ailleurs quoi, hein? C'est une Bah, question, assez générale, mais, comment est-ce que tu progresses? j'ai envie de te dire que moi, dans mon wedding planning, j'ai vraiment la sensation d'avoir bouclé une boucle. C'est-à-dire que quand tu commences ce métier, tu dois te prouver des choses, tu dois prouver des choses aux autres, ce qui est normal, comme je le disais tout à l'heure, un win-win. Moi, j'ai ce sentiment d'avoir bouclé une boucle, ça depuis 2 ans. Donc, par exemple, l'été dernier, j'ai eu l'occasion de faire un styling shoot pour un lieu qui s'appelle le Château Lagode à Aix-en-Provence, et on m'a dit: «OK, pour ce styling shoot, tu fais ce que tu as envie. On te donne carte blanche». Et donc j'ai voulu faire un truc super colorful. Mais quand je te dis hyper super colorful, c'était vraiment ça. Et voilà, comment se challenger en s'éclatant. Et moi, je suis pas trop dans le brainstorming, je suis plutôt maintenant dans le fun. Ce métier doit être fun. Ce travail, il doit être fun, et quand vous faites un styling shoot, puisque là, c'est pas une vraie date, ben, faites des trucs qui vous éclatent, quoi. J'ai envie de te dire, pourquoi on irait faire des trucs qui existent déjà? Essayez de vous réinventer. Moi, j'essaye de me réinventer tout le temps. Je fuis la copie. J'essaye d'être, voilà, d'être vraiment novatrice, de en images, en lumière, en créa, alors je suis pas toute seule, hein, parce que voilà, ça va être comme un corollaire de plusieurs partenaires en disant: «OK, voilà, on a cette idée, qu'est-ce qu'on pourrait y amener? Comment on pourrait le créer?» Voilà. Moi, j'aime bien brainstormer. C'est en brainstormant qu'on crée de nouvelles choses. Bah, écoute, on mettra aussi les liens de ce shooting, hein, dans le podcast, tu nous l'enverras. Comme ça, les gens pourront se rendre compte bah, de cet aspect, la colorful dont tu as parlé, qui doit être assez innovant, ouais. Sinon, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent, et que tu suis et qui te donnent, ouais, qui te donnent de l'inspiration dans tes créas?
Ah oui, dans tes mariages? beaucoup, 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 mais Ça j'ai envie paraît de des dire que lois là, de je suis citer, ah mmh. bah, en photographie, par exemple, moi, je suis fan d'Elizabeth Messina, qui est une photographe, américaine, enfin qui m'enchante, après j'ai des gens beaucoup de photographes, en fait. Bon, José Tu Villa, nous as parlé d'un ouais, d'un ouais, José Villa tout à l'heure José aussi. Villa, je suis fan, c'est clair. Il y a des gens, par exemple, aux États-Unis, j'ai une photographe qui s'appelle Harina B, qui est très intéressante aussi, qui pousse l'exercice, voilà, à son extrême et puis en France, on a aussi des gens qui arrivent et qui poussent un peu les lignes, qui me contactent d'ailleurs pour pousser les lignes avec eux, cette nouvelle génération et j'aime beaucoup ça. Donc on a Élise Morgan avec qui je vais travailler sur un mariage l'été prochain, voilà, qui m'a fait confiance et que j'aime bien aussi pousser ces gens-là et il y a 4 5 ans, j'ai beaucoup travaillé avec un couple qui s'appelle La Paire de Cerises, tu pourras aller voir. Voilà, pareil, c'est mes voilà, j'aime bien aussi me challenger en disant: «OK, bon voilà, il y a des gens qui sont un peu moins connus alors qui pour moi ont vraiment un vrai, une vraie valeur ajoutée qui demande qu'à être révélée». Après, si on peut aider, tant mieux. Voilà, je sais pas à quelle hauteur on a pu le faire, mais ouais, c'est quelque chose auquel je me tiens aussi souvent. Mmh. Pas révélateur de talent, mais des talents qui n'attendent plus qu'à éclore. Voilà, allez, on va le dire comme ça. Non, puis c'est vrai que toi maintenant avec ta popularité, il y a moyen aussi de les lancer par rapport à tout ce que tu vas produire en termes de visuels sur les mariages, donc ça On essaye, voilà, on ouais, c'est essaye. du win-win, ouais. Rien n'est oui, rien n'est jamais garanti, mais oui, on essaie. Voilà. Bah, écoute, on arrive tranquillement sur la fin du podcast, ça m'a fait vraiment super plaisir de t'avoir, enfin, c'est super inspirant ce que tu nous as partagé et je pense que tous les auditeurs, et les auditrices ont le même avis. Avant de te laisser, est-ce que tu peux nous dire, peut-être tes prochains projets? Alors tu nous as déjà parlé de ton projet avec, Clémentine, mais, bah, où peut-être, où est-ce que tu te vois d'ici 2 3 ans, sachant que tu viens de nous dire que le wedding planning peut-être, t'a envoyé le bout. Comment est-ce que tu te vois et où est-ce qu'on peut te retrouver, bien sûr? Ah bah, écoute, en tout cas, le bout, je le vois pas, j'ai du mal à le quitter ce métier, donc je le quitterai pas. Mais, quand dans 2 3 ans, toujours à faire des mariages, mais des mariages, que j'aurais choisis, définis. Alors, juste parce que, voilà, un couple m'aura, plus parlé qu'un autre, parce que je te dis que voilà, la sensibilité, le mot fun est quelque chose que je veux avoir et qui dit fun ne dit pas, passer les choses par-dessus l'épaule, bien au contraire, mais, voilà, si on peut lier le professionnalisme à quelque chose d'assez, relax dans la créa, ça c'est sûr. Et puis donc, moi je développe beaucoup la partie immobilière puisqu'en fait ça c'est quelque chose aussi que je fais avec mes clients, hein. Mes clients savent que je fais aussi de l'immobilier et donc, et de l'événement et ça je trouve c'est assez novateur. Je trouve qu'en France, on nous met un peu dans des cases, tu vois? Tu es wedding planner, alors tu dois être que wedding planner. Ah bah non, soyons modernes et faisons plusieurs choses. Le secret est dans la diversité. Ouais et puis c'est bien puisque je pense que c'est 2 activités qui sont très complémentaires Hyper complémentaire, et tu l'auras hyper prouvé même au complémentaire. cours du podcast donc à mon avis, je pense que c'est le genre d'épisode qui va ouvrir les yeux à plus d'un et plus d'une donc bah, le contrat sera rempli puisque le but aussi de ce podcast, bah, c'est d'inspirer Ah bah écoute, et et c'est de donner c'était envie, très plaisant. aux futurs wedding planners, bah, de se lancer et à celles et ceux qui sont bon, parce qu'il y a quand même des quand même des garçons. Oui, il y en a Celles de qui plus en sont plus, tournées d'exercice, super. bah, ouais, bah, ouais. C'est oui, ça aussi, ça fait partie peut-être des préjugés qu'on a, mais, en tout cas, il y en a de plus en plus, qui viennent s'inscrire sur Planeur, ça fait plaisir aussi. Cool. Voir qu'il y a de plus en plus, ouais, enfin, je pense que la proportion peut-être reste la même, mais sachant qu'il y a de plus en plus Ah, de wedding je planners de pense que, manière par générale. exemple, aux States, c'est quelque chose qui maintenant est à 50-50, tu vois Ah ouais? déjà? Ouais. À ce point-là? Ah Ah oui, ouais, d'accord. donc ça vient vite. Mais oui, parce qu'en plus, c'est vrai que, bah, vous êtes sur une activité qui est, bah, très saisonnière, donc à un moment donné, c'est bien aussi d'avoir peut-être une autre corde à son arc, une autre activité, complémentaire de la première justement bah, pour mieux se développer. Oui, oui, bah, c'est totalement complémentaire, mais en fait, ça est venu très naturellement, ça aussi. C'est des clients qu'on a mariés à 5 ans, tu vois? Ça a commencé comme ça. C'est des opportunités, On ouais. Mmh. connaît nos clients parfaitement, donc ils considèrent que, bah, écoute, on a fait ça, on a fait cette première expérience mariage
comment dire? Une confiance, ultime donc bah, ça en découle tout seul. Tout à fait. C'est vraiment voilà, de toute façon, tout ce qui m'est arrivé dans mon expérience est toujours arrivé comme ça. Si les choses doivent arriver naturellement ou pas. Ouais, Jamais bah, c'est ce forcer qu'on le appelle trait. l'upsell, hein. Tu as upsellé tes clients de la meilleure des manières. Tu C'est commences ça, par le mariage et puis tu continues avec l'immobilier. c'est ça. Bon, bah, ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast, comment faire de l'immobilier quand on est wedding planner, mais on a déjà Renversons la plus d'1 heure situation. d'enregistrement, on va s'arrêter là. Encore une fois, merci Stéphanie Merci à toi d'avoir Benjamin et partagé tout bravo ça. pour ce que tu fais sur cette plateforme. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci à toi et à une prochaine en tout cas. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, aidez-nous à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous et en nous mettant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de vous laisser, n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité, foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr. Ciao et à très vite pour un prochain épisode.